gars il est tombé. Bonjour les petits sorciers, donc quand vous me voyez avec Choupi, c'est que nous préparons une lecture du livre de Pernelle et Nicolas Flamel, où nous en sommes au 4e chapitre. 4e chapitre, bien sûr, pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, l'auteur c'est Janine Dorrance. Voilà, alors le chapitre qui s'intitule, je ne sais plus... La chambre du Seigneur. Voilà, comme Choupi Le l'a chapitre dit. 4. On rappelle le chapitre 3, c'était le capitaine Dalleuse, donc qui parlait essentiellement d'Emerigo Marches et d'Emerigo Marches. Voilà. Alors, donc, ce chapitre sera de la page 93 à la page... à la page 125. Donc, il sera fait en 2 parties, comme d'hab, quoi. Hein. Voilà. Comme d'habitude. Alors, un soir, l'avant-garde de la troupe fit entendre ses sonneries et l'arrivée de toute la suite ébranla le château en plein milieu de la nuit. On avait tant parlé de ce retour, à la fois ceux qui redoutaient la rudesse du maître, son exigence, et ceux qui en attendaient un appoint de nourriture ou de distraction supplémentaire, que les bâtiments et les gens entrèrent immédiatement en effervescence. Les corvées allaient s'accélérer. Pour les paysans, chaque nouvelle fête représentait le sacrifice des dernières volailles auxquelles ils ne goûtaient jamais, de cochons et de gibier qu'il fallait fournir à tout prix et dont on n'y profitait pas non plus, malgré le mal qu'ils avaient pour les nourrir chichement. Les charrois de bois fendu pour les grandes flambées allaient recommencer, ainsi que les charrois de paille et de foin à répandre largement pour réchauffer les grandes pièces froides. Je ne sais pas s'il fera monter les filles du village, au moins pour ses invités, avait dit Goupil à sa femme, sans savoir que Pernelle venait d'entrer dans la cuisine. Maintenant qu'il y a cette jeune beauté, il va peut-être changer. Bah, dit la Gorette, pourquoi veux-tu qu'il change? Il a tout ce qu'il veut, tout lui réussit, et celle-là n'est pas mieux que la dernière. Alors elle finira comme elle? Comment a-t-elle fini? Demanda Pernelle en s'approchant de Goupil, qui sursauta et prit son air insolent. Moi, dame, je ne sais rien. Je ne vois rien, c'est mieux pour la gorge. Il tâta de ses grosses mains crevassées l'endroit entre le col de la chemise où le bourreau avait l'habitude de passer la corde. Pernelle comprit qu'elle n'obtiendrait rien. S'ils admiraient ses exploits guerriers, tous ceux du château craignaient trop le capitaine Dalleuse pour oser parler contre lui. D'autant plus que les oreilles exercées de Troussevache et Guillempeau risquaient de les surprendre à tout moment. Ces deux géants avaient la réputation d'être des brutes insensibles et même d'avoir du goût pour la cruauté, trouvant plaisir à exécuter les sentences du maître qui jugeait en seigneur. Celui-ci n'avait pas le droit de faire torturer ou mettre à mort un cerf sans motif, mais des motifs on en trouvait toujours. Pernelle s'était souvent demandé si la belle Hilde n'avait pas essayé de s'enfuir. Une pénible intuition l'avait fait croire depuis le début, devant les réticences des autres et cette disparition inexplicable, qu'elle n'avait pas réussi dans son entreprise. La garnison dormit tard et le seigneur fit demander Pernelle en fin de journée, juste avant le souper. La garnison dormit tard. Guillempeau pénétra dans la chambre sans annoncer son arrivée. « Le maître vous demande, dame, dit-il, et sans délai. » Pernelle se recula quand il s'approcha. Devant son geste, Guillempeau ricana, découvrant des dents jaunes et soufflant une haleine désagréable. « Dame fait la dégoûter, dit-il. Son œil de porc se mit à luire de méchanceté. Pernelle frissonna. « Va dire au capitaine Dalleuse que je m'habille pour lui faire honneur. »« Bon, dit Guillempeau, je vous préviens, il n'aime pas qu'on traîne quand il y a des ordres. » Il disparut aussi brusquement qu'il était arrivé. « Vite, Mélissa, aide-moi. Je mets la cotte de velours cramoisi. Tu me lasseras ces petites bottes dorées pendant que je me coifferai. »« La peur te rend belle, dit Mélissa. Surtout, ne te farde pas avec ce cramoisi. Tes joues si pâles font un effet saisissant. Marche lentement, attends qu'on cesse de parler pour te regarder, et alors avance en souriant comme si tu étais dans un jardin. J'essaierai, mais j'ai déjà le cœur qui bat. Je me sens incapable de chanter si on me le demande. Depuis que j'ai quitté Sarlat au cours de toutes ces années, je n'ai trouvé que 2 personnes avec lesquelles je me sens libre et en confiance. C'est toi, Mélissa, et aussi ce marchand, Raoul Lestas. C'est curieux, je l'ai vu si peu. Ça ne fait rien. Certaines choses arrivent tout de suite ou jamais. Va, je te l'assure, tu ne trembleras pas toujours. » Pernelle tremblait pourtant, et en descendant les degrés de l'escalier glacé. Un va-et-vient incessant de paysans et de valets se faisait entre la grande salle d'apparat et la cour où se succédaient les roulements de chariots. Pernelle s'arrêta sur le seuil de la salle, étonné par le changement qui s'y était produit. Des tentures de laine bigarrée avaient été déroulées
le long des murs. Un nombre important de chandeliers d'église répandait l'éclat des chandelles, et le feu lui-même menait grand train dans l'âtre de la vaste cheminée, faisait luire les plats d'étain, les pichets et les coupes sur les nappes blanches. La paille piétinée était douce aux pieds. Les odeurs qui montaient de la cuisine où la gorette devait suer devant sa broche finissaient de donner à la fête son ambiance chaleureuse. Quand Troussevache mit en Perse une grande barrique calée sur des poutres, des vivaces saluèrent le jet d'un rouge éclatant, qui fut immédiatement recueilli dans des bassins. Dès que les yeux de Pernelle se furent habitués à la grande lumière, elle put regarder l'assemblée. Elle aperçut Emerigo Marchès en premier, les autres convives paraissaient sans éclat à côté de lui. Il se tenait debout de profil, vêtu d'un pourpoint blanc à manches courtes, doublé de fourrure et brodé de bleu sur les bords. Les larges manches de sa chemise étaient blanches aussi, ainsi que ses chausses semelées, tenues par des jarretières liserées de bleu. Il portait autour du cou une chaîne d'argent qui pendait au-dessous de sa taille, retenant une bourse de cuir bleu. Sa chevelure aux boucles brunes, son teint hâlé, était mise en valeur par ce costume éclatant. Il avait les épaules larges, la taille svelte, les jambes longues et musclées. La perfection physique de cet homme impressionna Pernelle. Il paraissait digne du titre de prince par sa prestance. Pourtant, fourvoyé chez les brigands, il était devenu le pire de tous, le plus acharné aux rançons et au pillage. Pernelle avait devant lui le même éblouissement que la première fois quand elle l'avait aperçu dans la salle du festin de la grande maison de Bergerac. Ses compagnons parlaient alors haut et fort, mais lui se contentait d'observer, un sourire amusé sur les lèvres. Il était ce soir-là tout habillé de vert, et Pernelle, du balcon où elle se trouvait, ne cessait de le regarder. Il s'en était aperçu, et tandis qu'elle chantait, il l'avait détaillé lui aussi, dédaignant pour un temps les jeunes filles qui se pressaient autour de lui, tentant de l'amuser. Cet échange de regards avait beaucoup impressionné la jeune fille, car la haute stature de Marchès revint souvent dans ses rêves. À Campagne, il avait agi comme un chat, se reculant pour mieux jouir du spectacle de la souris affolée. Il n'en serait pas de même en Aleuze. Non loin de l'escalier, au milieu d'un petit groupe, le bourg de Campagne pérorait d'une voix forte. « Moi, je vous le dis, avant que le siècle finisse, les Anglais se rendront maîtres de tout le territoire, et nous en deviendrons les seigneurs. Les chevaliers français méprisent la piétaille, ils seront écrasés tôt ou tard par ceux qui savent se battre à pied. Vous avez vu comment se défendent les derniers contingents de Gallois et d'Écossais que Derby a fait venir ? Tous en accord avec leur chef, ils se battent à égalité et leur grand arc en if, vous l'avez vu, de la taille d'un homme à peu près, mais léger, il tire 10 à 12 flèches par minute. J'en armerai mes gens dès que je pourrai, l'arc génois est trop lourd. Dans le même temps, il tire à peine 3 ou 4 flèches et l'arbalète 2 carreaux tout juste. » Autour du bourg de Campagne, on fit surenchère, puis les dames s'approchèrent et les préoccupations guerrières s'estompèrent au profit de la fête. Pernelle fut tout à coup consciente que le silence s'était fait. Les hommes assemblés dans la salle et même les femmes s'étaient retournés vers sa frêle silhouette qui se détachait seule devant le foyer. Emerigo cessa de parler quand il l'aperçut et s'avança vers elle de sa démarche souple si particulière. Il vient jouer avec la souris, pensa la nouvelle venue, mais elle ne put s'empêcher d'être troublée par la grâce qu'il mit à l'accueillir, à la conduire vers la table, à la place d'honneur. En passant devant ses compagnons, qu'il lui nomma tour à tour, elle les reconnut pour la plupart. Le bourg de Sarlat, le bourg anglais, Olin Barbet, Raymond Dessort, le Gascon, Perrault le Béarnais, capitaine de Chahusset, et notre tête dure de Breton, notre grand Geoffroy, tête noire. Le bourg de Campagne à barbe grise s'approcha, suivi d'Agnès, la blonde aux formes opulentes et laiteuses. « J'ai supplié qu'on m'emmenât, dit Agnès. Je voulais vous revoir, Pernelle, ce château est bien austère, mais maintenant vous aurez des fêtes. » Heureuse de cette rencontre, Pernelle se demanda si elle allait parvenir à repousser ses craintes pour prendre à la fête le plaisir qu'elle promettait. Elle s'assit à la droite de Marchès. Agnès, à sa gauche, se penchait souvent pour lui parler. « Chanterez-vous » demanda-t-elle. « Quelle voix vous avez » Oui, elle chantera, répondit Marchès, mais plus tard, nous allons faire honneur au festin, la guerre nous creuse. Oui, la guerre nous creuse, s'écria Geoffroy tête noire. Les amis, je bois à la guerre. Les routiers se levèrent les uns après les autres pour boire et faire surenchère. Au château que nous avons échelé, dit le bourg de Sarlat. Au feu que nous avons allumé, cria Olin Barbet, le regard fou. Aux filles soumises, à la charogne égorgée pourfendue et vidée, ajouta le bourg anglais déjà vacillant sur ses jambes. Alors, le capitaine d'Aleuze se leva à son tour. « Compagnons, nous avons guerroyé ensemble et je ne rappellerai pas nos exploits. Maintenant,
Nous voici installés les uns et les autres dans nos places fortes. De là, nous tenons le pays alentour. Les vilains nous apportent la farine, le pain cuit, la litière pour les chevaux, les bœufs, les moutons, les brebis grasses, la volaille et le gibier. Pour vivre en paix, les bourgades voisines ont dû conclure des parties, comme à leur légitime seigneur. Plus de 20 000 florins d'or vont à nos coffres chaque année. Nous délivrons contre bon argent des sauf-conduits aux marchands et aux voyageurs qui passent près de nos murailles et quand ils ne paient pas, à nous les pelleteries, les épices et les étoffes. Et tout ça, compagnons, pour mener grand état bel et bon et vous régaler autant qu'il vous plaira. Nous allons boire à notre belle vie. Quand nous chevauchons, étoffés comme des rois, tout le pays tremble devant nous. Alors que demander d'autre, sinon de vivre 100 ans en compagnie des plus belles dames. Une ovation salua ce discours. Emerigo but d'un trait le contenu de son hanap et s'assit avec un grand rire. Il glissa sa jambe contre la jambe de Pernelle. Elle en sentit la chaleur à travers l'étoffe de sa cotte. Il la regardait, les paupières à demi fermées, et son cœur s'affola. « Tu es trop pâle, mamie, dit-il. Tu es trop pâle, mamie, dit-il tout bas. Le grand air te manque, je t'emmènerai chevaucher. Nous ferons ensemble d'autres courses qui te rendront la joue vermeille. Tu parais frêle, mais je te sais résistante. Tu as supporté ma blessure comme nulle autre. Pour me faire pardonner, je te ferai une blessure d'amour dont tu te réjouiras 1000 fois. » Un valet avait déposé de larges tranches de pain découpées, de larges tranches de pain découpées en tailloirs entre deux convives, le lapsus quoi. Nous mangerons sur le même pain, murmura Emerigo, et nous boirons à la même coupe, ce soir et le soir de nos noces. Un joueur de vielle et un jongleur vinrent devant la table pour distraire l'assemblée pendant le festin. Trousevache et Guillempeau allaient sans cesse derrière les convives servir les vins de Cahors et de Bergerac. Un homme se présenta qui demeura sur le seuil, attendant de capter l'intention du seigneur. Pernelle le reconnut tout de suite, bien qu'il eût troqué sa gecque de toile et son manteau fourré contre un pourpoint de velours noir et de chausses rouges. C'était Raoul Lestas, le marchand avec son air assuré et joyeux. « Tiens, voilà notre marchand, tu tombes bien, dit Marchès, approche. Je savais que vous donneriez une fête dès votre retour, et je n'ai pas voulu manquer ça, capitaine. Toujours prêt au plaisir, va t'asseoir au bout de la table, on t'y fera de la place, tu es des nôtres. Et je bois au plus rude cavalier que je connaisse et au plus heureux, car il a auprès de lui la plus belle des femmes. » Raoul Lestat se tourna vers Pernelle, sans paraître la reconnaître. Pourtant, elle savait qu'il était là pour elle. En voyant ces deux hommes face à face, elle se souvint des paroles de Mélissa. 2 hommes, 2 vies possibles. Quand le marchand fut assis au bout de table, il ne la quitta pas des yeux, et ce regard sut la convaincre qu'il prendrait volontiers la place de Marchès. Ce n'était pas seulement par bonté d'âme qu'il avait offert de l'emmener. Il avait vis-à-vis d'elle les mêmes sentiments que le capitaine, et son visage aimable prenait par instant une expression farouche tout à fait inhabituelle. Pernelle découvrait son pouvoir avec stupeur. Elle n'imaginait pas qu'on pût éprouver pour elle tant de passion. Les valets, Linette et les servantes commencèrent à porter les plats qui se succédèrent sans interruption. « Je n'en ai jamais vu autant, dit Pernelle à Marchès. Je ne pourrais pas manger tout ça. » « Si, un peu de chaque chose, tu verras. C'est un plaisir de bien manger, c'est un plaisir d'homme riche et puissant. Je veux que tu partages avec moi tout ce qu'il y a de bon sur la terre. Je le prends, je le vole, je le gagne, tu n'as qu'à parler. » Il déposa lui-même sur la grande tranche de pain 2 petits tas de pâté de veau haché avec de la moelle de bœuf et ensuite du brouet d'anguille accompagné de fèves et de salaisons, de grosses chairs de mouton. Sur le 3e plat, présenté par 2 valets trônaient des poulets et perdrix rôtis, sur le 4e des longs veaux persillés. Puis vinrent les poissons d'eau douce et de mer à la sauce chaude servis dans des petites coupes où chacun trempait son pain. Enfin, parurent des poules à la soupe de graisse et de persil et du bouilli lardé. Même Obélix s'il en serait jaloux. Quand le jongleur se mit à jouer avec ses balles multicolores, on apporta des desserts. D'abord les beignets, les crêpes et le vieux sucre, puis les flancs au lait, les nèfles, les noix pelées, les poires cuites et les dragées. Enfin, les oublis furent servis avec l'hypocras. « Goûte, dit Marchès en faisant boire Pernelle, c'est du vin sucré au miel. » Elle avait trop mangé et trop bu, et ne savait plus ce qu'elle faisait. Seul le capitaine à ses côtés lui paraissait solide. Quand il passa son bras autour de ses épaules et l'appuyait contre lui, elle se laissa faire, contente d'être entourée, soutenue, et ne pensa plus à rien. Geoffrey Tête Noire s'était mis à exécuter des sauts périlleux, puis il traversa toute la salle le long de la table en marchant sur les mains. Les vivats et les rires saluèrent ses exploits. « Qu'on m'appelle, Mélissa !» cria Marchès. Il se fit un mouvement du côté de la porte, parmi tous les gens de la maison qui, hormis les guetteurs, étaient venus assister au festin et se disputaient les restes. Pernelle ouvrit grand les yeux lorsqu'elle vit paraître Mélissa qui s'avança, noire et tordue, jusqu'au bord de la table.
Elle semblait encore plus usée et plus vieille que d'habitude. Il y avait dans sa main un petit sac de cuir. Elle le tenait comme s'il contenait des objets très précieux. « Capitaine, je n'ai pas oublié pourquoi tu m'as prise et je t'apporte ce que tu veux. Dis-moi d'abord mon avenir, vieille. Mais je te l'ai déjà dit. J'ai oublié, recommence. Capitaine, vous serez connu de la France entière. Les plus grands traiteront avec vous. » Mélissa ferma les yeux et s'arrêta, considérant toujours la main que Marchès continuait à lui tendre. « Un homme de votre valeur ne devrait pas attacher d'importance à mes histoires. Si elles sont bonnes, pourquoi pas? Eh bien, je ne sais, ce sont des images qui viennent. Par exemple, je vous vois à Paris, oui, vous irez à Paris. Je vous vois présent en chair et en os aux portes de la ville. Nous investirons Paris, qu'en dites-vous, compagnons? Et notre sire, le duc d'Aquitaine, sera roi de France. Le petit-fils de Philippe le Bel reprendra ses droits. Vive Édouard III d'Angleterre. Et dans la main de Pernelle, que vois-tu? Je n'y ai vu qu'une seule chose, c'est qu'elle ne doit pas mourir. Qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement folle. Allez, donne-nous ta magie. » Les compagnons d'Emerigot devaient connaître Mélissa car ils acceptèrent aussitôt le petit morceau de matière noire qu'elle représenta tour à tour. « Prends, dit-elle à Pernelle, ce n'est pas dangereux, pour toi car tu es jeune et saine. Tu auras de merveilleux rêves, c'est le moment, il faut que tu oublies le monde autour de toi. »« Sauf moi, affirma Marchès, moi elle ne m'oubliera pas, je m'y emploierai. »« Si même toi, affirma Mélissa en s'éloignant. Surtout Pernelle, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette vieille corneille, dit Marchès, en caressant le sein de son ami du bout des doigts avec des gestes très doux. Pernelle mâchait le petit morceau de matière noire qui devint mou et brûlant. Brusquement, elle se mit à rire. Les hommes et les femmes autour d'elle avaient des auréoles flamboyantes au-dessus de la tête. Ils semblaient faits de lumière. Les uns se levaient, les autres chantaient debout sur les tables. On avait fermé les portes. Mélissa, sans doute, et tous les serviteurs avaient dû se rassembler à la cuisine pour boire. Le capitaine semblait dans un état curieux. Son visage était adouci. Il avait le regard rêveur et considéra Pernelle comme s'il ne l'avait jamais vu. « Est-ce toi, Hilde? Est-ce toi? Je ne reconnais pas tes merveilleux cheveux blonds. »« Je ne suis pas Hilde, cria Pernelle affolée. Ne mens pas encore, Hilde. Tu me repousses toujours, tu me nargues. Mais ce n'est pas moi qui céderai, jamais. Jamais devant une femme. Je n'aurais pas dû. Mais tu m'as pardonné puisque tu es là. Tu es revenu, tu as compris que j'étais le plus fort. » « Je ne suis pas Hilde, affirma Pernelle d'une voix si haute qu'elle résonna dans la salle. Mais personne n'y fit attention. Elle se leva et s'approcha de la cheminée. Elle se sentait très légère. Il lui semblait même qu'elle se déplaçait sans marcher, en glissant à une faible distance du plancher. Elle flottait dans l'espace, oscillant doucement comme une flamme prête à s'éteindre. Elle saisit la vieille abandonnée et se mit à jouer et à chanter. Elle ne reconnaissait pas cet air étrange qui lui venait aux lèvres, pourtant elle avait dû l'entendre un jour. Des personnages dansaient, flottaient autour d'elle, accompagnant les sons d'une manière si parfaite qu'elle reprit la ritournelle plusieurs fois. Quand elle se tut, l'espace vibra encore longtemps du son de sa voix et Marchès, debout, s'approcha. 2 larmes glissaient sur ses joues. « Divine Pernelle, dit-il, devant toi je me sens un petit enfant. » Le capitaine semblait s'éveiller d'un rêve. Il saisit Pernelle par les épaules, approcha d'elle son visage. Avec lenteur, elle s'épanouit au contact de ses lèvres douces qui glissaient sur sa peau. Tout lui semblait facile et naturel, même les gestes de l'amour qu'elle ne craignait plus. La chaleur du foyer la gagnait devant la cheminée. Elle avait l'impression de s'enfoncer dans la paille, de pénétrer dans le sol, de prendre racine. Ses bras comme des branches s'étendaient, raidis, avec leurs 10 feuilles rayonnantes. Puis elle sentit qu'on l'enlevait avec précaution, qu'on l'emportait pour la transplanter quelque part, devant un autre feu, dans un sol où s'étendait la mousse tiède de grandes couvertures de fourrure. Quand elle descendait des abîmes, elle se tenait à lui. Et là, Ah, elle s'y glissa avec un soupir et ne reprit conscience qu'en sentant la peau nue d'un grand corps contre le sien. Elle voulut résister à cette approche, mais une chaleur nouvelle se répandait en elle sans qu'il lui fût possible de s'en défendre. Elle était emportée, contrainte, et pourtant vivante d'une vie nouvelle. Son corps renversé jouait un jeu qu'il devait presque connaître, et se laissa emporter par la vague de folie qui venait de l'assaillir. Quand elle s'éveilla, le jour dans la pièce était si terne qu'il ressemblait déjà à la nuit. Elle tourna la tête vers le feu qu'on venait de raviver. Elle avait une conscience parfaite de tout son corps et fut surprise, puis troublée de se trouver nue sous la fourrure. La mémoire lui revenait lentement lorsque Marchès se glissa auprès d'elle. « Tu veux boire et manger » demanda-t-il. « Tiens, Mélissa m'avait donné ça pour toi. Mâche-le, ma toute belle. Elle sait ce qu'elle fait. »
Pernelle but et mangea un fruit avant de mâcher la matière amère qu'Emerigo lui avait mise dans la bouche. Moi, je n'en prendrai pas, murmura-t-il cette fois. Je veux te voir, je veux être tout, à t'aimer sans rêver d'une autre. Toi, je te tuerai d'amour, ce sera long et merveilleusement bon. Pernelle ne demanda rien, Mélissa avait choisi de la protéger par le rêve. En fait, elle passa du sommeil au songe, du songe au sommeil, elle fuyait vers les cimes de monts imaginaires, aussi lumineux que des nuages, et l'homme chevauchait près d'elle, contre elle. Quand ils descendirent des abîmes, elle se tenait à lui, il la serrait alors jusqu'à la perte de son souffle. Puis il l'aidait à monter vers les sommets suivants, il la pressait, il la retenait. Des mains multipliées couraient sur son corps comme des bêtes affolantes et douces. Elle ne pouvait leur échapper. Elle les attendait et même s'offrait à elle avant de s'enfoncer vers l'ombre brûlante où elle s'oublia complètement. Pernelle s'éveilla tout à coup. Elle passa sans transition d'un état comateux à la lucidité. Elle se dressa sur son séant en serrant la fourrure autour d'elle. Il faisait encore nuit. Les braises dans l'âtre éclairaient un peu la pièce et l'homme endormi à côté d'elle. Ses souvenirs étaient assez vagues. Pourtant, la révélation qu'elle avait eue de son corps et de ses exigences lui revint en partie. Elle en fut atterrée. Que faire? Elle considéra Marchès. Il dormirait encore quelques heures. Il était beau en cet instant presque vulnérable. Son torse plein, renversé en arrière, avait une puissance que le sommeil n'altérait pas. À son cou pendait une chaîne et à la chaîne une clé. C'était la clé de la chapelle dont Linette avait parlé. Pernelle avança la main et la posa sur la poitrine du capitaine. Il ne broncha pas. Alors, elle ouvrit la chaîne avec précaution et détacha la clé. Elle se leva doucement, retrouva ses vêtements épars, puis s'enveloppa dans le grand manteau que Marchès avait jeté sur le lit. Il fallait faire vite. Elle agissait comme si ses gestes avaient été longtemps préparés. Elle parvint à tirer sans bruit la lourde porte et sortit sans la refermer complètement. Dans l'escalier froid, elle serra son manteau autour d'elle. L'obscurité rendait ses déplacements difficiles. Le château tout entier semblait écrasé de son sommeil. Pourtant, quand elle arriva en tâtonnant près de la petite porte donnant sur la cour, celle des domestiques, quelque chose bougea dans l'ombre. Une voix qu'elle reconnut tout de suite se mit à chuchoter. « C'est vous, dame Pernelle ?»« Oui, marchand, je vous attends depuis des heures, suivez-moi. » Ils sortirent sans bruit. La lune, qui n'est pas encore couchée, luisait entre les déchirures des grands nuages. Mélissa a tout prévu. Elle fait macérer dans du vin le reste de ses champignons pour les guetteurs. Marchès doit aller à la chasse. Il a demandé qu'on prépare les chiens dès l'aube. Êtes-vous prête? Nous partirons pendant la chasse. Vous n'avez pas changé d'idée? Non, pourquoi on aurait changé? D'abord, ce n'est pas idée, mais nécessité. Le marchand détourna la tête d'un mouvement brusque. Elle fut surprise, mais les souvenirs précis de cette dernière nuit lui vinrent tout à coup, et le sang lui monta à la tête. Raoul Estas regrettait son geste, car il lui prit la main et l'embrassa avec ferveur. « Il n'y a pas de honte à aimer l'amour, dame, dit-il. Il faut que je voie quelque chose. Regardez, j'ai pris cette clé. Celle de la chapelle, c'est bien dangereux d'y aller. Comment le savez-vous? Par Linette. » Vous avez pu la faire parler? À moi, elle n'a rien voulu dire. La lumière de la lune était assez forte à cet instant pour lui faire découvrir son sourire moqueur. Ils se regardèrent et sur l'un et l'autre qu'ils ne pourraient jamais se cacher quoi que ce soit. « N'oubliez pas, reprit-il, que nous avons tous mâché de cette sacrée drogue qui rend fou. Il faut aller chez Linette. »« Je suis là, répondit celle-ci. J'étais sûre que dame Pernelle finirait par voir la clé qu'elle la prendrait. Allons, il reste peu de temps avant le jour. La clé doit être revenue à sa place le plus tôt possible. Je ne tiens pas à... » Elle n'achevait pas, le guetteur passait sur le chemin de ronde. Tous trois durent se dissimuler à l'ombre de la tour et attendre pour traverser la surface claire qui menait à la chapelle. Raoul se guida en tâtonnant le long de la porte avant de trouver la serrure. Quand ils eurent refermé, Linette sortit des braises d'une petite boîte qu'elle tenait au bout d'une corde. Elle souffla dessus pour allumer un cierge. Au milieu de cette nef basse, voûtée en plein cintre, s'entassait un amas d'objets hétéroclites. Il y avait des cathèdres, des lutrins, d'énormes chandeliers, tout un mobilier d'église pillé ou de château dévalisé avant l'incendie. Que peut-il donc cacher ici, cette chose que les autres ne doivent pas découvrir, demanda Lestas. Je crois savoir, dit Linette, le visage ravagé. Cherchez un coffre, un long coffre. À la faible lueur de la chandelle, Raoul découvrit une forme allongée, posée sur deux grosses pierres. C'est un coffre de plomb, dit-il. Je me demande ce qu'il contient. Attendez, je vais l'ouvrir. Il fit pression avec une barre de fer pour soulever le couvercle.
Dès qu'il l'eut saisi et rabattu, une puanteur horrible se répandit. Les deux femmes reculèrent avec effroi, et la flamme de la chandelle vacilla. Le marchand restait pétrifié devant le coffre. « Il y a une chasse de verre à l'intérieur, dit-il d'une voix blanche. C'est la chasse d'un saint. Elle vient d'un trésor volé, dit Pernelle. Ce n'est pas le saint qui est à l'intérieur, ajouta le marchand, qui avait du mal à avaler sa salive. Je veux voir, s'écria Linette. Non, restez où vous êtes, c'est terrible. Je serai forte, il faut que je sache. Voyant qu'elle tremblait, Pernelle prit le chandelier et la suivit. Ce qu'il vit alors lui chavira le cœur. Il y avait bien un corps dans la chasse, mais c'était celui d'une femme battue, d'une robe brodée, dont les cheveux blonds avaient poussé comme une forêt autour de sa tête et s'étaient répandus le long du cercueil transparent par vagues soyeuses. Le visage parfaitement conservé semblait vivre un cauchemar éternel. Le pli des lèvres était si douloureux, les orbites bleuies, tellement creusées autour des paupières closes, que la jeune fille paraissait encore pleurer sur cette peine profonde qui lui avait fait éclater le cœur. La beauté de ce visage décoloré était si poignante que Pernelle sentit le chandelier vaciller dans sa main. De l'autre côté de la chasse, un autre visage montrait la même expression douloureuse, ce pli des lèvres, ses paupières closes sur les larmes. « Hilde, murmura-t-elle. « Ma pauvre sœur, répondit Linette en écho. Viens, dit Raoul, craignant pour elle une telle épreuve. Non, laisse, je dois savoir. Linette s'avança pour dégager d'une main tendre les mèches de cheveux qui cachaient le buste de la jeune morte. Elle eut un geste d'horreur et se recula. Elle a le collier, dit-elle faiblement. Comme elle devenait pâle et sans force, le marchand referma la chasse et ce cercueil de plomb, tandis que Pernelle soutenait Linette. Vite, emmenons-la, je remets tout en place. Quand ils furent à nouveau dans l'ombre de la tour, l'air frais sembla rendre vie à la jeune servante. C'est bien elle, oui c'est elle, mon Dieu. Avant que je m'engage en château, on m'avait dit au village qu'une femme avait été vue dans le chenil, attachée près des chiens. Mais les jumeaux qui la gardaient avaient chassé le curieux, il n'avait dû son salut qu'à ses jambes rapides. Pernelle n'en pouvait plus. Elle dut s'éloigner pour vomir. Quand elle revint, Linette pleurait, toute sa douleur semblait s'écouler d'elle avec les larmes. « Dame, dit-elle, vous comprenez pourquoi je suis partie à sa recherche. Le capitaine l'avait enlevé le jour de son mariage. Son fiancé avait été tué avec tout le reste de ma famille, le village brûlé pendant que j'étais à la rivière, en si peu de temps. Alors j'ai juré de les venger tous, elle surtout, qui a dû tant souffrir. Oui, je la vengerai. Il s'est acharné. Il a dû essayer de la forcer, voyant qu'elle ne pouvait ni le subir, ni le voir. Avec les images du drame qu'elle gardait au cœur, il l'a condamnée au chenil. Mais je suis sûre qu'elle n'a pas cédé. Alors il a dû la donner à ses gardes. » Pernelle frissonna, Guillemot s'en était presque vanté devant elle. « Vite, dame, dit le marchand. Il faut remettre ces clés où vous l'avez prise. Je ne pourrai pas, dit Pernelle qui tremblait encore. Si, vous pourrez. Vous la remettrez et vous vous coucherez, vous ferez semblant de dormir. Dès que le capitaine sera parti à la chasse, vous prendrez vos affaires. Le moins possible, vous vous habillerez quand même chaudement et vous me rejoindrez aux écuries. Mélissa a tout prévu, ne craignez rien. Linette, il faut que tu viennes, dit Pernelle en l'étreignant. Non, dame, j'ai trop envie de voir ce que fera le capitaine quand vous serez parti. Il vous admire pour vos talents et peut-être vous aime-t-il à sa façon. Vous allez lui faire une blessure. Vous vengez Hilde si vous réussissez. Peut-être le tuerai-je un jour, au détour d'un couloir, il n'est pas méfiant. Mais je préférais le voir mourir à petit feu et qu'il sache pourquoi. Vite, dit le marchand, montez et souvenez-vous des précautions à prendre. Pernelle monta sans bruit l'escalier qui n'en finissait plus de tourner. Il y eut des bruits dans le donjon, où les gendarmes et les piqueurs commençaient à s'éveiller pour aller préparer les chiens. Quand elle entra dans la chambre, une vague lueur faisait apparaître la forme de la fenêtre sur le mur sombre. Elle se déshabilla en hâte et chauffa quelques instants devant les braises ses mains et la clé. Marchès n'avait pas bougé, son torse ample toujours soulevé par un souffle régulier. Son sommeil ne paraissait pas troublé par les souvenirs des événements terribles qui avaient jalonné sa vie. Avec quel sentiment allait-il parfois contempler cette belle morte qui était sa victime? Il l'avait traitée avec barbarie et pourtant la conservait comme son plus précieux trésor, alors qu'il était facile de la faire disparaître et d'oublier. Pourquoi revenait-il la voir? Aimante et fidèle jusqu'à la mort était-elle son seul regret, le seul être digne de son respect qui n'acceptait pas de voir disparaître complètement? Pernelle replaça la clé aussi adroitement qu'elle put. Le capitaine perçut son geste car il se retourna mais sans se réveiller. Alors elle ferma les yeux, angoissée par la perspective de la rude journée qui l'attendait, obsédée par le souvenir de la chapelle. Les rumeurs commencèrent à naître. On sortait les chevaux piaffants des écuries et les chiens excités se mirent à aboyer. Il y eut des appels et des cris, puis Marchès s'éveilla.
Pernelle sentit qu'il se penchait sur elle pour la regarder dormir. Puis il se leva et s'habilla sans bruit. Les compagnons devaient arriver les uns après les autres dans la cour. Quand le capitaine apparut, quelques instants après avoir quitté la chambre, il fut salué par des cris et des ovations. On dut lui poser des questions auxquelles il répondit d'une voix forte, joyeuse, et son rire triomphant résonna plusieurs fois. Les chiens firent un tel vacarme au moment du départ qu'il fut possible de quitter la pièce et de gagner la chambre supérieure. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous arrivons donc à la page 114. Le chapitre se finira à la page 125. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo de lecture où peut-être nous verrons Pernelle s'enfuir vers son destin. Voilà, eh bien, nous vous souhaitons une agréable journée, une belle fin de semaine, puisque nous sommes jeudi 14 avril. 14 avril, voilà, merci. 15 avril, pardon. Et nous vous souhaitons donc une belle fin de semaine, un beau week-end, et nous nous retrouverons prochainement pour une prochaine vidéo. Donc, une prochaine vidéo, chapitre 4. Oui, et la devise... We are our king, God save the Molly Queen. À très bientôt. Ciao les petits sorciers.